Bonsoir à tous et bienvenue à la médiathèque de l'Institut français du Portugal. Je suis Christian Tison, le directeur de l'Institut français du Portugal. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour pour deux raisons. La première raison, c'est que vous êtes le premier public accueilli dans cette médiathèque depuis 15 mois. C'est quand même un grand jour pour nous, pour l'ambassade et pour l'Institut, de revoir du public après 15 mois de fermeture, en tout cas pour des événements culturels comme celui-ci. Et notre dernier invité, qui était assis à votre place, Leïla, c'était Philippe Besson, qui était venu nous parler de son magnifique livre « Arrête avec tes mensonges » qui sortait au Portugal, donc en février de l'année dernière. La deuxième grande raison, et pour laquelle c'est un grand jour aujourd'hui, et la véritable raison, c'est que nous accueillons une grande figure de la littérature française, Leïla Slimani, prix Goncourt 2016, comme vous le savez, c'est pas tous les jours que nous accueillons un prix Goncourt, et aussi une ambassadrice, une militante de la francophonie, comme vous le savez tous. Leïla est la représentante personnelle du président Macron pour la francophonie. Et je sens que c'est une ambassadrice très battante, parce que j'avais parlé seulement 3 minutes avec Leïla, que déjà elle me disait « mais si vous avez besoin de moi pour telle opération, pour promouvoir la francophonie, appelez-moi, etc. » Donc je sens que nous avons une ambassadrice pour la francophonie très efficace. Donc, chère Leïla, merci beaucoup de votre présence, de nous faire l'honneur de votre présence. Je voudrais remercier la maison d'édition, Alfagarra, et nous avons deux représentantes, Martha et Clara. Merci beaucoup donc à cette maison d'édition sans laquelle nous n'aurions pas pu faire cet événement ce soir, parce que vous savez tous que vous êtes là pour, donc, dans le cadre de la présentation de la sortie portugaise du livre de Leïla Slimani, Le pays des autres, qui sort actuellement au Portugal. Merci beaucoup aussi à l'équipe de l'IFP et de l'ambassade qui a participé à la préparation de cet événement. Sylvia, Sophie, Mathilde, Johanna et j'en oublie sûrement, Fanny. Donc merci beaucoup à vous. Et merci à João, Seu et Silva, que le public portugais connaît sûrement, donc journaliste, historien, écrivain, qui a accepté de modérer ce débat, cette rencontre. Donc Jean va poser quelques questions à Leïla dans un premier temps, et ensuite vous pourrez poser des questions, et ceux qui nous entendent via Zoom, et j'espère qu'ils sont nombreux, auront aussi la possibilité de poser des questions via la fonction que maintenant tout le monde connaît, parce que tout le monde utilise Zoom. Donc je vous souhaite une bonne soirée, un bon débat, et je voulais aussi dire que Leïla aura une actualité début juin à Lisbonne, dans le cadre de la Nuit de la littérature européenne, parce qu'elle a été choisie pour représenter la France. C'est organisé par l'EUNIC, qui est une association des instituts, qui est l'association des instituts culturels européens basée au Portugal. Et donc, c'est un extrait du Pays des autres qui a été choisi et qui sera mis en scène par une comédienne, Katia Tomé. Je ne sais pas si elle est là, elle devait être là. Et voilà. Merci Katia de votre présence. Et donc, c'est le 5 juin à Oeiras, au Parc des Poètes, que vous connaissez tous, j'en suis persuadé. Donc, j'ai déjà trop parlé. Merci à tous, merci à Leïla, et je cède la parole à João. Avant de vous poser quelques questions, je vais faire une petite introduction. Bien sûr. Je crois qu'on peut dire qu'au Portugal, les protagonistes féminines apparaissent peu dans la littérature. Et dans les derniers siècles, sauf en tant que personnage pour compléter des histoires, presque rien. En outre, les femmes écrivains ont été oubliées ici dans notre histoire de la littérature portugaise, et beaucoup de leurs noms sont inconnus, et leurs livres ne sont pas non plus en librairie et en vente. Alors, au Portugal, seulement au XXe siècle, et après
la révolution de 74 et que je crois que nous avons un écrivain comme José Saramago qui a donné une voix à les femmes, à beaucoup de femmes. Et nous avons une des principaux femmes de ces livres, du Mémorial de Convento, Plimunda, qui c'est une voix fondamentale pour la littérature portugaise. Alors, et on peut dire que nous avons au moins 3 femmes écrivains qui ont publié, ont été proposées au prix Nobel et personne ne les connaît, personne a lu ces livres, rien. Alors, c'est une surprise, ce n'est pas une surprise pour moi, mais c'est très, très bon pour moi retrouver votre livre où les femmes ont une place spéciale. Je crois que tout le monde vous connaît, mais je vais faire une petite résumé. On doit faire ça, oui. Curieusement, en 2013, votre premier manuscrit a été refusé pour toutes les maisons d'édition. C'est un bon signal. C'est toujours mon signal. En 2014, Leila publie son premier roman dans le Jardin de l'Or et qui a été un événement, toujours. Son deuxième roman, La chanson douce, il obtient le prix Goncourt en 2016. Et en 2020, nous avons Le pays des autres, en portugais, ou Pays dos outros. Il n'est pas très différent, oui. Et en 2017, vous deviez la représentante personnelle du président Macron pour la francophonie. Et j'ai une question sur ça. Et vous avez dit beaucoup de choses dans les interviews, mais j'ai lu une qui m'intéressait beaucoup. Vous avez dit un jour, je suis né avec la nationalité française et je me suis toujours sentie 100% française et 100% marocaine. J'ai une vraie double nationalité et une vraie double appartenance. Ça, c'est une phrase que j'aimais beaucoup. Alors, je vais faire quelques questions. J'ai lu tout le livre. Oui, et je suis très curieux pour le second et troisième tome de cette trilogie. Je suis très curieux. Et pour moi, je suis homme, et j'évite faire des lectures sexistes, ou toutes ces choses. Mais pour moi, c'est toujours curieux de voir comme un écrivain homme écrit ou un écrivain femme écrit. Et ce livre m'a surpris beaucoup, parce que j'écoute une voix que je n'attendais. Je connais la voix de Chanson douce, de Laure, mais ça m'a surpris un peu parce que j'aime beaucoup de l'histoire, et l'histoire est ici. Il y a une rivière toujours, alors c'est très important pour le lecteur qui aime l'histoire et les événements. Le pays des autres est inspiré, cette question probablement 100 fois déjà demandée, mais je dois le faire. Le pays des autres est inspiré par l'histoire de votre mère. Elle se marie à un soldat marocain en 1945 avant de s'établir avec lui près de Meknès. Est-il peu impossible d'échapper de ce souvenir, de ces mémoires? D'abord, bonsoir à tous. Non, c'est pas possible d'échapper à ce souvenir, à cette mémoire, parce que c'est ce qui me constitue, c'est ce qui a fait ce que je suis. Ce couple très étrange qui était le couple de mes grands-parents, c'est un couple qui me fascinait quand j'étais enfant. Il me fascinait pour plein de raisons. D'abord, rien qu'en les voyant, ils étaient fascinants parce qu'ils étaient très, très dissemblables physiquement. Ma grand-mère mesurait presque 15 cm de plus que mon grand-père, qui lui est arrivé ici. Elle était très grande, elle était blonde, elle avait les yeux verts. Mon grand-père était petit, avec des cheveux noirs, crépus et la peau très, très mate.
Ma grand-mère parlait beaucoup, elle était très libre, très expansive. Mon grand-père ne disait pas un mot. Donc on se demandait toujours ce que ces deux personnes pouvaient faire ensemble. Et ensuite, une fois qu'on creusait un petit peu et qu'ils vous racontaient leur histoire, c'était absolument fascinant parce que ça avait tous les ingrédients de la grande histoire d'amour. C'était une histoire comme dans les films, comme dans les romans. Et comme ma grand-mère, elle était un peu menteuse et très bonne conteuse, elle en rajoutait beaucoup. Alors elle rajoutait des détails, elle nous racontait des choses extraordinaires, et moi je me disais, mais ma grand-mère est un personnage. Et j'ai jamais vraiment vu ma grand-mère seulement comme ma grand-mère, je l'ai toujours vue comme un personnage. Elle avait traversé la guerre, elle avait traversé la colonisation, elle avait été pionnière dans une ferme au Maroc. Donc ma grand-mère, pour moi, c'était un mélange de Karen Blixen, de personnages de western, d'une sorte aussi d'héroïne de roman d'amour, et j'ai évidemment toujours pensé que j'écrirais sur elle. Et par exemple, je raconte souvent cette histoire, mais mon grand-père, il avait une cicatrice sur le ventre, qui était une cicatrice banale d'opération. Et un jour, j'ai demandé à ma grand-mère, mais qu'est-ce que c'est que cette cicatrice ? Et elle m'a dit, ah, ben, ton grand-père s'est battu avec un tigre du Bengale en Allemagne, dans la forêt noire. J'ai dit, ah bon ? Et elle m'a dit, oui, ils se sont battus, ça a été terrible. Et puis il lui a enfoncé la griffe dans le ventre, il lui a ouvert le ventre. Et puis après, ton grand-père l'a tué, il a ramené la peau du tigre qu'on a perdu dans un voyage. Enfin, c'était une histoire incroyable. Et puis je suis arrivée à l'école et j'ai dit à tous mes copains, moi, mon grand-père, il a tué un tigre dans la forêt noire en Allemagne. Et évidemment, tout le monde s'est moqué de moi en me disant, il n'y a pas de tigre en Allemagne. Et en fait, j'en ai pas du tout voulu à mon grand-père ni à ma grand-mère. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est extraordinaire de raconter des histoires. Ça vraiment, parce qu'elle m'avait tellement captivée, je me suis dit, moi, c'est ça que je veux faire dans ma vie, raconter des histoires et voilà, frôler le mensonge, mais en fait, finalement, faire que la vie soit plus grande que ce qu'elle n'est vraiment. Alors, il n'est pas nécessaire d'ajouter des histoires pour faire de la littérature sur votre grand-mère. Ah si, j'en ai encore ajouté parce que en bonne fille de ma mère et de ma grand-mère, j'ai beaucoup d'imagination, donc je suis capable de rajouter des couches même aux histoires qu'on m'a racontées. Quelle a été la principale difficulté à plonger dans le passé, comme vous faites dans ce livre? Au niveau sentimental, ou celui de coutume, ou celui de l'histoire elle-même? Je crois que la plus grande difficulté, c'est de raconter l'histoire avec un grand H, donc de raconter un moment historique, mais de le raconter comme un présent, c'est-à-dire de se mettre au niveau de ces personnages, de raconter à hauteur de vie, à hauteur d'âme humaine. Quand on est dans le présent de la vie, le monde autour de nous, il est flou, il est complexe. Et l'histoire qu'on vit, on ne sait pas encore comment les autres, plus tard, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, la jugeront. Alors on fait de son mieux, on prend des décisions, parfois on se trompe, parfois on n'est pas dans le bon camp. Et raconter la colonisation, pour moi, ce que je voulais, c'était raconter cette période dans sa complexité. Je voulais raconter le gris du présent, l'ambiguïté du présent, montrer que, certes, il y avait des camps, bien sûr, mais ces camps, on ne peut pas se contenter de les diviser entre bons et méchants. Sans ça, on ne fait pas de littérature. C'est pas, la littérature, elle ne sert pas à ça. Elle sert à montrer que voilà, chaque individu a un destin particulier, qu'au cours de ce destin, parfois, il fait de bons choix, parfois il peut se comporter avec beaucoup de noblesse, et puis juste quelques temps après, devenir quelqu'un de très vil et de très lâche. Donc je voulais vraiment me mettre à la hauteur de chacun, ne pas juger ni les personnages, ni l'époque. Ne pas écrire avec ce que Leila Slimani aujourd'hui connaît de la colonisation, mais essayer de me mettre dans la peau de chacun et de me dire, moi, si j'avais vécu là, qu'est-ce que j'aurais fait? Et j'ai été vraiment guidée par une phrase de James Salter, l'écrivain américain, qui dit, l'histoire, c'est comme les vêtements au fond de votre placard, enfilez-les et vous verrez. Si vous voulez comprendre l'histoire, il faut vous mettre dans la peau de ceux qui l'ont vécu. Se contenter de juger, je pense que ça n'est pas intéressant pour un écrivain. Oui. Nous aussi, au Portugal, nous avions un problème avec la colonisation. Et c'est très difficile de trouver des livres sur ça. J'en parlais justement avec mon éditrice au déjeuner, donc j'ai fait ma petite liste. J'en ai trouvé 2 ou 3, je vais lire ça. C'est très difficile. Et nous avons aussi des choses belles, terribles pour raconter. Alors, le scénario historique, comme celui de cette décennie où se déroule le livre, il existe encore dans la mémoire des lecteurs ou il est effacé de la mémoire?
Ce qui est très intéressant, c'est que moi, quand je suis arrivée en France, et que le débat sur la colonisation, de temps en temps, remonte comme ça, c'est très étrange, c'est comme une fièvre qui monte, et puis après, on n'en parle plus. Et souvent, j'entendais des hommes politiques ou des gens dire « Mais ça suffit, la colonisation, c'est de l'histoire ancienne, on ne va pas encore en parler, c'est du passé. » Moi, j'étais toujours surprise parce que la colonisation, c'est l'enfance de ma mère. La colonisation, c'est ma grand-mère. La colonisation, c'est moi. Ce qui veut pas dire, je ne veux pas dire qu'il faut tout le temps remuer cette histoire, mais que je ne vois pas comment on peut avancer, comment on peut se projeter dans le futur si on ne connaît pas notre propre histoire. Et je crois qu'on a besoin de se plonger aussi dans un temps qui est un temps long. Mon but, c'est pas du tout de, comme je le disais tout à l'heure, de juger, ni d'être dans la repentance, ni de pointer les gens du doigt en disant vous devez vous excuser, parce que je ne crois pas que l'histoire fonctionne comme ça. Mais en revanche, je suis absolument convaincue que la colonisation, les conséquences de la colonisation sont encore là. Et puis c'est un traumatisme qui est tellement profond sur le plan culturel, sur le plan civilisationnel, qu'en fait, évidemment, il continue d'infuser aujourd'hui. Moi d'ailleurs, c'est pas un hasard si j'ai accepté par exemple le poste sur la francophonie, parce que c'est aussi un message politique que je veux donner. Oui, mes parents, ils ont été colonisés. Oui, cette langue, elle est arrivée au départ par la domination coloniale. Mais aujourd'hui, cette langue est devenue la mienne. Donc ce que j'essaye de montrer, c'est que de la colonisation, ont abouti des choses tristes, terribles, mais aussi qu'un butin de guerre peut devenir un butin de paix, et que de ce métissage peuvent advenir des choses belles. Et finalement, moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, le destin de la France et des pays qui ont été colonisés par la France sont des destins qui seront liés à tout jamais, par des familles, par des rencontres amoureuses, par des rencontres familiales. Donc c'est ça que je voulais raconter. Oui. Et vous avez parlé de la métissage, vous avez d'autres pages très... Quand la famille est pigeonnée piégée dans la voiture, et Amine, Mathilde, Acha et Selim, ils sont accusés pour une foule de Marocains qui luttent pour l'indépendance, et aussi par un policier français. C'est difficile de mélanger cette métissage dans la narrative? Ce qui est difficile, c'est que le métis, son identité dépend toujours de comment on le regarde. Quand vous êtes, par exemple, moitié blanc ou moitié noir, certains vont vous mettre dans la case noire, d'autres vont vous mettre dans la case blanc. Vous êtes toujours l'étranger de quelqu'un. Et c'est ça qui est intéressant dans la figure du métis. Je prends toujours l'exemple de Barack Obama. Barack Obama, c'est un métis. Et pourtant, on parle toujours de Barack Obama comme le premier président noir des États-Unis. Il est le représentant de la communauté noire. Et d'autres gens pourraient le regarder aussi comme un blanc. Il a une part en lui. Donc, le métis est toujours enfermé dans le regard de l'autre. Et puis le métis, c'est aussi une figure qui est inquiétante. Parce que si vous êtes deux choses, on se dit le jour où il y aura un problème, le jour où il y a une guerre, de quel côté il va être? On interroge toujours la loyauté de celui qui est double. Je me rappelle en France, il y a quelques années, quand il y avait eu une polémique sur la déchéance de nationalité, sur les gens qui ont deux nationalités, on disait ceux qui ont trahi la France perdront leur nationalité. Ce qui est au fond très cruel, enfin, ce qui est une vision, très, très, très dure de la double nationalité. Il y a cette idée qu'il faut encore plus prouver qu'on appartient, qu'on est loyal, qu'on n'est pas un traître. Donc j'ai essayé vraiment de montrer ça dans le livre, c'est que dans les périodes comme ça de guerre d'indépendance, de montée du nationalisme, évidemment, on va toujours interroger votre loyauté. Oui, et ça c'est une question systématique. L'investigation pour un roman, vous avez fait une grande investigation ou vous avez écouté la voix de votre grand-mère et autre chose que vous savez? J'ai fait une investigation dans le sens où j'ai beaucoup lu de livres historiques, où j'ai interviewé des historiens, mais ensuite j'ai surtout essayé de faire remonter toutes les histoires que j'avais entendues dans mon enfance. Et puis c'est un livre dans lequel j'ai aussi voulu beaucoup évoquer des sensations.
C'est un livre où il y a beaucoup de sensations autour de la chaleur, la nourriture, les couleurs, le vent. Je voulais que ce soit un livre très sensuel, parce que pour moi, le Maroc est un pays extrêmement sensuel et que je pense que quand ma grand-mère a dû arriver dans ce pays, venant d'Alsace, venant d'Europe, elle a été, ça elle me l'a toujours dit, frappée par la sensualité de ce pays, tout de suite des chaleurs très intenses, des goûts qu'elle avait jamais connus, des couleurs qu'elle avait jamais vues. Et j'avais vraiment surtout envie de travailler beaucoup, beaucoup sur les sensations. Donc c'était surtout un travail sur le style, plus que sur l'investigation. Mais vous avez un livre d'anatomie écrit par un nourrice, c'est de l'investigation. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Oui, je croyais. Quand on parle de la guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, nous voyons que les femmes jouent rarement un rôle clé dans ses mémoires et dans ses souvenirs. Qu'est-ce qu'il est arrivé à cette génération de femmes qui vous récupérez? Bien sûr. Ici. C'est pour ça d'ailleurs que le sous-titre du livre, c'est La guerre, la guerre, la guerre, parce que moi j'aime beaucoup dans le film Autant en emporte le vent, ça commence par le personnage de Scarlett O'Hara qui dit « Ah, la guerre, la guerre, la guerre, taratata ». La guerre, ce serait l'affaire des hommes, et puis nous les femmes, en gros, on est frivoles, on est idiotes, on veut juste manger des gâteaux, boire le thé, tomber amoureuse et mettre des jolies robes. Et évidemment, mon livre essaye de montrer exactement l'inverse. Il y a un livre qui, moi, m'a beaucoup marqué, qui est un livre de Svetlana Alexievitch, qui s'appelle « La guerre n'a pas un visage de femme ». C'est ça. Et c'est un titre évidemment ironique, parce que la guerre a un visage de femme. Et j'ai toujours été convaincue qu'on n'a pas besoin de porter un uniforme et d'avoir une arme pour faire la guerre. Les femmes ont toujours fait la guerre, ont toujours subi la guerre, ont toujours vécu au cœur de la guerre. Et je dirais même que la guerre s'est invitée chez elles, jusque dans leur chambre, jusque dans leur cuisine, que la guerre, pour les femmes, elle est aussi domestique. La violence conjugale, les violences sexuelles à l'égard des femmes, notamment dans les moments de conflit, les violences sexuelles ont toujours été utilisées dans tous les siècles contre le corps des femmes. Donc le corps des femmes est un espace, est un lieu de guerre. Et c'est ça que j'essaye de montrer dans le livre, c'est qu'elles n'ont pas pu incarner des figures d'héroïnes, comme on en a donné tellement aux hommes dans la littérature ou dans les films, mais il me semble très intéressant de parler des périodes historiques du point de vue des femmes et de montrer qu'elles ne sont pas en coulisses, elles n'ont pas un rôle secondaire, elles ont un rôle fondamental, notamment parce que elles sont souvent ce sur quoi l'homme va ensuite se venger des humiliations qu'il subit à l'extérieur. Elles sont le réceptacle de toutes les humiliations masculines. Elles sont le réceptacle du racisme, de la condescendance, de la violence qui s'exerce sur le corps de l'homme. C'est ensuite la femme qui va devoir le subir et qui parfois va le transmettre à ses enfants. Donc je voulais vraiment montrer que oui, si, la guerre a un visage de femme. Oui. Comme Moura, oui, le personnage, c'est ça. Absolument. Oui. Je crois que le livre de Svetlana, c'est un des exemplaires de cette histoire féminine dans la guerre. Oui. Vous avez un personnage qui, page 50, 60, je crois, je ne sais pas exactement, Aïcha, je crois qu'on dit ça. Elle commence à acquérir un droit d'avoir un rôle, oui. Et nous n'espérons pas cette fille, mais elle apparaît avec beaucoup de force. Et le point de vue de Aïcha, il est fondamental pour comprendre les contradictions du mariage entre Amine et Mathilde. À quel point ça est autobiographique de votre mère? Ma mère m'a beaucoup raconté parce que Aïcha, elle est inspirée de ma mère. Oui. Et Aïcha, ma mère m'a raconté beaucoup de souvenirs de son enfance, et c'était toujours des souvenirs très sombres, très très durs. Et quand je dis très sombre, notamment, par exemple, ma mère me parlait toujours de l'obscurité. Moi, j'ai connu très bien cette ferme, et même quand j'étais petite, mes grands-parents n'avaient pas l'électricité. Ils avaient un générateur, donc ils avaient un peu d'électricité le soir, mais la plupart du temps, ils n'avaient pas d'électricité.
Et ma mère m'avait raconté d'une manière assez magnifique ce que c'est que le noir, le vrai noir, la vraie obscurité dans la campagne quand il n'y a pas d'électricité à des kilomètres à la ronde. Et pour un enfant, c'est quelque chose de très très effrayant parce que vous avez l'impression que le noir, c'est presque de la matière, que vous vivez dans un monde opaque, vous vous enfoncez dedans. Donc ma mère, c'était vraiment, son enfance, c'était la peur. Elle entendait le bruit des chacals, elle entendait les animaux sauvages. Et puis c'était aussi, bien sûr, une époque de très grand racisme, et puis un racisme très décomplexé. Les gens, ils osaient dire des choses terribles. Par exemple, mon grand-père, tout le monde le tutoyait, tout le monde l'appelait Mohamed, alors qu'il ne s'appelait pas Mohamed. Ma mère m'avait raconté cette fois où elle était à la boulangerie avec sa mère, et ma grand-mère était enceinte, et deux femmes ont regardé ma grand-mère et ont dit « Ah, regarde, celle-là, l'arabe l'a encore engrossée ». Et ma mère, évidemment, ça l'avait beaucoup humiliée. Et ma mère m'avait toujours dit ça. Elle m'a dit, tu vois, une des choses les plus terribles, c'est quand on humilie des gens devant leur enfant. Un enfant n'oublie jamais l'humiliation que ses parents ont subie devant lui. Et elle me disait toujours, c'est une des choses les plus cruelles qu'on puisse faire, c'est humilier quelqu'un devant son enfant. Donc j'ai voulu restituer ça. Le sentiment que vous avez quand vous êtes enfant, vos parents se font humilier. À la fois, vous êtes très triste pour eux, et en même temps, parfois, vous les détestez. Vous voulez plus qu'ils soient vos parents, parce que vous êtes tellement triste de l'humiliation qu'ils subissent que parfois, vous les trahissez. Et puis, voilà, il est arrivé à ma mère de dire « Non, non, c'est pas mon père, c'est le chauffeur », parce qu'elle voulait pas assumer ou dire que son père était un arabe. Donc, montrer la difficulté pour un enfant de ne pas comprendre exactement le monde dans lequel elle vit, de ne pas comprendre pourquoi votre père que vous admirez, qui pour vous est un héros, c'est votre père, eh bien pourquoi, une fois qu'il est dans la rue, il n'est plus le même. Il est agressif, il est effectivement humilié, il est timide, rentré comme ça. Donc voilà, je voulais restituer cette tristesse et cette dureté de l'enfance de ma mère. Oui. Et Aïcha, elle sert aussi pour poser la question religieuse d'une forme plus claire, qui nous comprenons très bien entre Mathilde et Amine. C'est Aïcha qui va faire ça. Pourquoi vous choisissez Aïcha pour faire ce rôle? Bah, à vrai dire, dans ma famille, c'est assez bizarre, mais les femmes dans ma famille sont toutes obsédées par la religion catholique et la Vierge Marie. Alors, elles sont toutes musulmanes, mais elles se cachaient. Aïcha aussi. Ouais, mais ma mère, elle était comme ça, donc elle se cachait, elle nous emmenait à la cathédrale. J'avais une tante qui était la sœur de mon grand-père, qui était très drôle d'ailleurs, et puis elle nous emmenait et tout. Elle adorait faire le signe de croix, elle n'était pas du tout... Alors elle le faisait parce qu'elle voyait ça dans les films, elle avait plein de petites statues de la Vierge Marie, elle brûlait des bougies, je sais pas, elles étaient toutes fascinées par la religion catholique. Je pense que c'était la figure de la Vierge Marie, puis surtout la figure de Jésus. Comme ma grand-mère, ma mère aussi était médecin, dans un pays très pauvre, la figure aussi de cet homme, une sorte de roi des pauvres, qui est comme ça dans la charité, dans le dénuement. Elles étaient toutes obsédées par Jésus. Donc, du coup, j'avais envie de parler de Jésus. Bah ouais. Oui. Donc, j'avais envie de parler de Jésus. Alors, elles se cachaient toutes. Bien sûr, mais mon grand-père, mon père, personne ne savait ça. Mais dès qu'il y avait des trucs avec Jésus et la Vierge, les rameaux, elles m'emmenaient. Enfin, je sais pas. Et elles voulaient toutes se marier avec des robes blanches, alors qu'évidemment, les pauvres, elles se sont toutes mariées avec les tenues marocaines, mais elles aimaient beaucoup les églises et tout ça. Oui. Outre les événements, ce sont principalement les émotions les plus intimes des personnages qui marquent le roman, à mon avis. Absolument. Oui. A-t-il été difficile de donner à tous les personnages leur dose d'émotion? Non, enfin difficile, je dirais que c'est toujours difficile d'écrire. Oui. Se lever le matin et se dire, bon, je vais passer 10 heures assis sur ma table en essayant d'imaginer ce que ce personnage a ressenti à ce moment précis. C'est toujours effrayant, c'est toujours une sorte de vertige. En même temps, c'est la plus belle chose du monde. Et puis mes personnages, ce sont mes amis. Je vis avec eux, je les connais de manière très, très intime. Et ça va vous paraître très bizarre, mais ils me parlent. C'est eux qui me disent ce qu'ils ressentent. Parfois, j'ai l'impression que je suis juste là je suis juste la main qui est là pour écrire ce qu'ils me transmettent.
Je raconte souvent cette anecdote que j'aime beaucoup de Tolstoï qui avait été payé très cher par son éditeur. Il avait reçu une très grande avance pour écrire Anna Karénine. Et puis il était très en retard pour rendre son manuscrit. Tellement, et puis il ne répondait pas aux lettres de son éditeur. Et donc au bout d'un moment, son éditeur a pris le train et est allé à Yasna Polyana où habitait Tolstoï pour lui demander le manuscrit. Il lui dit, mais maintenant il faut me le donner, je vous ai donné beaucoup d'argent, je veux le livre. Et il lui dit, mais ça n'est pas ma faute. Anna Karénine est partie, j'attends qu'elle revienne. Et l'éditeur s'est mis très en colère en lui disant, vous vous fichez de moi. Et en fait, moi, je sais très bien qu'il ne se fichait pas de lui. Pas du tout que je me compare à Tolstoï, mais vraiment loin de moi cette idée. Mais simplement pour vous dire que c'est vrai, on est dépendant de nos personnages. Et nos personnages, c'est quelque chose de magique. Parfois, vous êtes dans un tel moment de concentration, il est là, vous le saisissez, vous écrivez, puis le lendemain, vous relisez, et vous vous dites, mais où est-ce que je suis allée chercher ça ? Comment j'ai pu penser à cette idée ? Il y a quelque chose de très mystérieux dans l'écriture. Moi, je vous avoue que je ne sais même pas parfois comment ça marche. J'écris en aveugle, j'écris dans l'obscurité, sans analyser du tout comment j'écris. Mais qui gouverne vos livres? L'auteur, les personnages ou les lecteurs, les futurs lecteurs? Un mélange de tout ça. Le lecteur, c'est sûr, est un personnage essentiel du livre. Et Borges disait qu'il n'y a rien de plus important qu'un bon lecteur. Un bon lecteur est encore mieux qu'un bon écrivain. Il disait que c'est la race la plus aristocratique du monde, le bon lecteur. Et c'est très, très rare. Mais un bon lecteur, c'est lui qui fait un bon livre. Vous pouvez écrire un livre extraordinaire. Si personne ne sait le lire, d'une certaine façon, il ne sert à rien. Il reste comme une fleur qui ne peut jamais éclore. Donc c'est vraiment le lecteur qui fait éclore le livre. Mais ensuite, je dirais que, pour moi, en tout cas, c'est vraiment un travail sur l'émotion. C'est un abandon. Voilà, il faut s'abandonner quand on écrit. Ne plus réfléchir à rien, ne pas chercher à plaire, ne pas chercher à être compris, ne pas chercher à bien faire. Chercher juste à aller le plus loin au profond de soi. Oui. Et je crois que le deuxième tome de cette trilogie, c'est dans la décade 70, 80. Oui, c'est ça. 80, oui. Et la troisième, dans les années 2005-2015. Le dernier sera le plus autobiographique? Je pense, oui. Il sera sans doute le plus proche de moi. En tout cas, je travaille à chaque fois sur des générations. Là, j'ai presque terminé d'écrire le deuxième, qui est donc la génération de mes parents. Une génération qui est dans un moment très particulier, parce que c'est la fin des années 60, donc l'âge d'or, la contre-culture, les hippies, beaucoup d'espoir pour l'avenir, et puis le basculement dans la dictature de Hassan II, donc les années de plomb, la répression. Et ensuite, ma génération, ce sera plutôt la génération de l'immigration, donc de la diaspora, et puis bien sûr aussi la génération de la montée de l'islamisme radical, mais aussi d'un métissage différent. Et ce sera, oui, ce sera sans doute le plus proche de moi, malheureusement. Oui. Mais je mentirai beaucoup et j'en rajouterai beaucoup. Ce sera beaucoup plus intéressant que ma propre vie. La trilogie couvre le dernier demi-siècle. Maroc est-il raconté comme vous le souhaitez? Moi, justement, j'avais envie de faire un roman marocain un peu différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Parce que moi, je lisais beaucoup quand j'étais petite des sagas russes, des sagas sud-américaines, je lisais beaucoup de la littérature américaine et je me disais, mais pourquoi est-ce que mon pays n'a pas cette place finalement, cette place romanesque, alors que je suis persuadée qu'on peut raconter le Maroc de manière très moderne, très cosmopolite, avec des références très diverses. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix dans mon livre de pas du tout aller chercher en fait des références marocaines, mais beaucoup plus américaines. J'ai beaucoup relu Faulkner, j'ai beaucoup relu Carson McCullers, tous les auteurs du sud des États-Unis. Je suis allée prendre des choses de réalisme magique chez Marquez, chez Vargas Llosa, parce que je trouve qu'il y a ça aussi au Maroc, cette présence des esprits, cette présence de la magie. Donc j'ai vraiment l'ambition de faire une saga qu'on pourrait lire comme on lirait une saga sur l'Amérique, parce que j'ai toujours été très frustrée d'une chose, c'est que moi, j'ai grandi en connaissant très très bien la France, la culture française, la littérature française. J'ai lu beaucoup de livres de plein de pays, et souvent j'ai voyagé, et puis les gens ne connaissaient rien au Maroc. Et je me disais, mais pourquoi moi j'en sais autant sur eux
et eux, ils en savent aussi peu sur moi. Donc voilà, j'ai la petite ambition de faire que peut-être les gens s'intéresseront à l'histoire de ce pays dans sa complexité et dans sa modernité, parce qu'on n'habite pas tous dans des harems avec des voiles, couchés dans le désert à manger des gâteaux. En fait, on a une vie un petit peu plus intéressante que ça. Ce livre vous a-t-il fait changer d'avis sur vos ancêtres et l'époque de l'histoire dans laquelle ils ont vécu? Oui, oui, ça m'a fait peut-être pas changer d'avis, mais en tout cas, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, Clarifier. ouais, de clarifier des choses. Et puis, ça m'a permis. Moi, je pense que les livres, ils servent à pardonner. Je pense que les livres, ils servent à devenir plus indulgents avec les individus, avec les êtres humains. La littérature, pour moi, c'est le territoire d'une forme de tendresse pour les autres, parce qu'on découvre chez les autres les mêmes défauts que chez soi, et on se rend compte que juger, c'est bien facile, mais que comprendre demande beaucoup plus d'efforts. Et j'ai surtout mesuré à quel point, par exemple, ma grand-mère avait été une femme vraiment incroyable, très, très moderne, très anticonformiste, très courageuse. Et j'ai compris aussi que mon féminisme venait vraiment beaucoup d'elle, parce que je raconte, par exemple, dans le livre, cet épisode qui est tout à fait vrai, c'est que ma grand-mère, elle avait toujours cette phrase, elle disait toujours avec son accent alsacien très fort, « Moi, je viens avec ». Ou Okai, mon grand-père, elle le suivait partout. Et il lui disait, je ne veux pas que tu viennes avec moi au bar, au restaurant, avec mes copains. Et alors, les gens de la ferme, ils me racontaient toujours qu'ils voyaient ma grand-mère qui courait derrière lui, et mon grand-père qui essayait de courir le plus vite possible pour pas qu'elle arrive à la voiture. Et elle arrivait à la voiture, elle montait dans la voiture, et elle me disait toujours, si on veut pas de toi, eh ben, tu t'en fiches, tu dis, je viens avec. Et je pense qu'elle n'avait pas tort. En fait, si on a envie d'aller quelque part, il faut y aller. Elle supportait pas l'idée que, voilà, que parce qu'on était une femme, ou parce qu'on était pauvre, ou parce qu'on était différent, on n'ait pas le droit d'aller quelque part. Que chaque homme avait le droit d'aller où il voulait aller. Oui. Le bonheur ou le malheur conjugal suffit rarement à faire un bon roman aujourd'hui. Surtout le bonheur. Surtout le bonheur, oui. Mais j'ai ajouté le malheur. Mais cette situation qui est dans vos 3 romans, dans celui et de les autres 2, vous avez nécessité de forcer la structure de Mathilde, du personnage Mathilde, ou il n'est pas nécessaire de... Non, je crois que ce n'était pas nécessaire, mais dans tous mes livres, la famille est un sujet central, parce que je trouve que c'est une structure qui est très ambiguë. À la fois, on a tous envie et besoin d'avoir une famille, c'est un refuge, c'est un rempart, c'est un socle. Et en même temps, c'est le premier espace de domination, c'est le premier espace de violence, c'est le premier espace de contrainte. Quand on est enfant, on le ressent, par exemple. Moi, j'ai détesté être une enfant parce que on vous donne tout le temps des ordres, on vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, quand est-ce qu'il faut vous coucher, quand est-ce qu'il faut vous réveiller. Vous donnez votre avis, on vous dit n'importe quoi, de toute façon, tu es un enfant, tu ne comprends pas. Alors, quand vous êtes comme moi, autoritaire et indépendant, c'est très désagréable. Donc, je n'aimais pas du tout ça. Et puis, la famille, évidemment, c'est le lieu... parce que par sa structure pyramidale, patriarcale, c'est un lieu où il y a sans doute beaucoup de violence qui s'exerce, et puis un lieu aussi où on doit faire des concessions. Et finalement, quand on se met avec quelqu'un, quand on se marie avec quelqu'un, on doit apprendre à vivre dans le pays de l'autre. On vit dans son pays, alors on doit subir son climat, ses tempêtes, sa géographie, et c'est pas toujours facile. La solitude est douloureuse, mais vivre avec l'autre, c'est douloureux aussi. Donc, tous mes romans parlent de ça, d'une forme d'impossibilité de trouver un équilibre. Moi, j'aime beaucoup la solitude, j'aime beaucoup aussi ma famille, et j'essaye de trouver un équilibre entre les deux, mais la solitude, pour moi, est absolument, absolument essentielle et incontournable. C'est le premier socle de la liberté pour moi. Oui. Dans votre premier roman, Le Jardin de l'Ogre, vous ne retracez pas les aventures d'une femme libérée, heureuse. Au contraire, vous abordez la sexualité féminine dans ce qu'elle peut avoir de pervers. Vous reviendrez-vous à ce thème aujourd'hui? Ah oui, ben oui, je pourrais tout à fait, parce que c'est un thème autour de la pulsion, et moi, ça m'intéresse beaucoup, la pulsion. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est la sauvagerie. Je pense que
c'est Marguerite Duras qui disait l'écriture, c'est sauvage. L'écriture, ça vous rend sauvage. Et moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui reste de sauvage en nous? Plus on vieillit, plus on grandit, et plus on se domestique, quoi. On devient des animaux domestiques, on devient obéissant et soumis, et on accepte plein de choses. Et moi, j'ai la nostalgie de la sauvagerie de l'enfance, et je me demande toujours qu'est-ce qui reste de sauvage en moi. Et peut-être que c'est pour ça que je m'intéresse toujours beaucoup au thème de la sexualité, parce que peut-être qu'à travers la sexualité et à travers le corps, j'essaye d'explorer peut-être ce qui reste de sauvage et de pulsionnel, d'instinctif, d'animal dans chacun. Oui. Mais un livre comme Le Jardin de l'Ogre, il est la meilleure façon d'entrer dans le royaume des écrivains consacrés. C'est très fermé. Alors, vous avez détruit la porte. Bah oui, moi je pense que c'est toujours comme ça qu'il faut rentrer. Il faut détruire la porte. En général, ça marche plutôt bien. Oui. Parce que si vous restez là à demander l'autorisation, bon, ça prend un peu trop de temps. Oui. Le Chanson douce a reçu le prix concours. C'est à cause de quoi? Franchement, la je pression sais des pas. lecteurs? Franchement, je sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Il y a plein de gens qui vous diront des choses différentes. Moi, tout ce que je peux faire, c'est sourire et le recevoir. Mais je ne peux pas vraiment analyser pourquoi on me l'a donné. Je vous dirais que tous les succès sont injustes, comme tous les échecs sont injustes. Oui. Quand on parle de littérature. Donc quand on a du succès, il faut l'accepter et en être heureux. Et quand on a des échecs, il faut l'accepter et en être malheureux. Il n'y a rien d'autre à faire. Je crois que malheureusement, on ne peut pas vraiment analyser. Il y a eu de très très grands livres qui n'ont pas été vus et compris à leur époque. Il y a des livres très médiocres qui ont été consacrés et qu'on a ensuite oubliés. Je ne sais pas dans quelle catégorie je me situerai. Voilà, je suis dans le présent, je profite de... Mais on peut dire que c'était aussi la pression des lecteurs. Oui, je pense. Et je pense que c'est beaucoup la structure du livre. Moi, on m'a beaucoup, enfin, je sais que le jury, quand ils m'ont parlé de ça, c'est que c'est un livre qui est... un des jurys m'a dit, votre livre, c'est un œuf. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire par c'est un œuf? Il m'a dit, ben voilà, il y a quelque chose comme ça dans la structure de parfait, de tout, voilà, de rond. C'est une sorte de cycle comme ça. Donc, peut-être parce que c'est un œuf. Oui. Mais Amélie, Adèle, elle est un personnage très différent de vous, de ce que vous pensez. Ah bah ça, vous en savez rien. Hein? Vous savez pas ça. Je crois, j'espère. Je crois que c'est l'antithèse de ce que vous défendez. Non, je pense que Adèle, elle fait aussi partie de moi. Il y a une partie de moi qui est Adèle. Moi, je la comprends très bien. Je pourrais tout à fait être elle. En fait, je pourrais être tous mes personnages. Je pourrais être les bons, les méchants. Je pourrais être son mari. Je pourrais être sa meilleure amie. Il n'y a aucun de mes personnages dont je me dis « Oh là là, il est totalement étranger à ce que je suis ». Je pense que justement... Tout est toujours possible. On peut toujours être l'autre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Moi, je déteste le fait qu'on regarde quelqu'un en disant « Ah, moi, ça, jamais ». L'autre, pour moi, n'est jamais un étranger radical. Je pourrais être lui. J'aurais pu être lui. Il aurait suffi que je naisse à un autre endroit. Il aurait suffi de vraiment de peu de choses, parfois, pour être l'autre. Et c'est ça qui est merveilleux quand on écrit. C'est qu'on se rend compte qu'on pourrait être les autres. Oui, tout est possible. Voilà. Comme vous disiez. Mais... si tout est possible, comment vous décidez, je vais écrire ce roman, cette histoire? Quelle est la principale forme de choisir ça, le thème du livre? Vargas Llosa, il dit quelque chose de très vrai. Il dit ce sont les sujets qui nous choisissent. Et il a cette métaphore qui est très bizarre et pas très romantique. Mais il dit qu'un roman, c'est comme un ver solitaire. Vous savez, comme le ver qu'on a dans le ventre. Et donc, comme un ver solitaire qui finit par manger tout ce que vous mangez et qui absorbe tout ce que vous absorbez. Et en fait, ça devient une sorte d'obsession, ça fait partie de votre corps. Et vous savez que c'est ça. C'est sur ça que vous devez écrire. Vous n'avez pas vraiment le choix. Et je pense qu'il faut écrire quand c'est nécessaire. Il y a plein de gens, j'entends des écrivains qui me disent « Oui, est-ce que tu penses que tel sujet, c'est bien, que ça marchera ?» Il n'y a pas de bon sujet. Vous pouvez écrire sur n'importe quoi, sur la pluie, sur la plaine, vraiment n'importe quoi. Si vous écrivez bien et que vous écrivez avec votre âme, ce sera magnifique. Vous pouvez écrire sur un sujet qui a l'air d'être le meilleur sujet du monde.
Si vous ne le sentez pas, s'il n'est pas à l'intérieur de vous, ça fera un livre médiocre. Donc la seule chose qui compte, c'est la littérature et c'est ce qu'on a à l'intérieur. Tout le reste, c'est des petits calculs et la littérature, elle ne pardonne pas les petits calculs. Oui. Je crois que vos lecteurs vous voient dans un supermarché et vous arrêtent pour parler de vos livres. Est-ce que débattre l'islam, le féminisme, tout en faisant vos courses, est un prix très élevé pour la gloire littéraire? Bah, ça dépend des fois. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où quand les gens m'arrêtaient en me disant, surtout en me parlant beaucoup de leur nounou. Alors moi j'ai une nounou, elle est comme ça. Et dernièrement elle a eu une attitude bizarre. Est-ce que vous pensez qu'elle va tuer mes enfants? Mais j'étais là, je sais pas. Moi je peux pas prendre une responsabilité comme ça. Donc ça c'était un peu bizarre. Et puis quand je suis avec mes enfants effectivement et que les gens m'arrêtent pour me parler du voile, de l'islam, du truc, je vous avoue que voilà, je suis là en plus en train d'acheter mes saucisses. Je dis que voilà, chacun sa vie. Donc oui, c'est un peu étrange, mais en même temps, je dois dire une chose, c'est que je suis toujours surprise et même émerveillée par la place qu'un pays comme la France donne à ses écrivains. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où quand vous êtes écrivain, vous pouvez à ce point être connu, reconnu, être une figure publique, qui participe au débat, qui est sollicité pour plein de choses. Et ça, je trouve ça vraiment merveilleux parce que les Français aiment leurs écrivains, aiment la littérature, viennent vous voir, vous posent des questions, lisent vos livres avec beaucoup d'intérêt. Et ça, c'est quelque chose vraiment dont je crois qu'on peut être très, très content. Oui. En septembre, j'ai acheté la revue Livre et c'est terrible parce qu'au Portugal, on n'a pas si beaucoup de livres pour faire une revue comme ça. Bah oui. Et vous avez les 600 livres qui sortent à la rentrée. Ouais. 600 à la rentrée de septembre et à peu près 300, 400 en janvier. Oui, j'étais jaloux. Ouais. Alors, toujours que je rencontre un écrivain étranger, j'ai le coutume de parler sur l'état de la littérature dans son pays. Première, quel est l'état de la littérature en France après la marocaine? En France, je crois que la littérature est en bon état, plutôt en bon état. Le débat, enfin la production littéraire, elle est très diverse, elle est très intéressante. Beaucoup de figures de femmes qui écrivent, et ça, je suis très très contente d'avoir de plus en plus de femmes romancières qui donnent voilà un autre point de vue sur le monde, sur la société, sur la vie tout simplement. Je trouve que ce qui est merveilleux aussi, c'est qu'on est un des pays au monde qui traduit le plus de littérature étrangère. Les Français continuent à être très très intéressés par les écrivains du monde entier. Donc on achète de la littérature bien sûr américaine, mais aussi anglaise, italienne, espagnole, portugaise. Et ça, c'est une grande richesse. Et c'est très très bien aussi parce que ça permet aux traducteurs de montrer voilà l'étendue de leur talent. Et ça, moi, je défends toujours beaucoup beaucoup la traduction parce que c'est un métier très très difficile et absolument essentiel. La littérature marocaine, ben moi je suis très contente parce que depuis ces dernières années, à peu près 2 fois par an, je reçois des manuscrits que je fais publier, que j'ai réussi à faire publier, de jeunes femmes qui m'écrivent, voilà, je vous ai lu et j'ai grandi comme vous au Maroc et je ne pensais pas que c'était possible, mais maintenant je veux écrire, voici mon manuscrit. Alors, avant, c'était des filles qui avaient presque mon âge, et maintenant, plus les années avancent, plus elles sont nées en 90 et tout. Donc, c'est très émouvant de voir des jeunes femmes qui ont envie de commencer à écrire. Et c'est 100%, ce sont des femmes. Donc, il y a une nouvelle génération de femmes marocaines qui écrivent. Et puis, des romans historiques, des romans sur les femmes, sur la sexualité, avec des thèmes parfois difficiles. Ce qui est bien et pas bien en même temps, c'est qu'au Maroc, comme personne ne lit, vous pouvez écrire ce que vous voulez parce que tout le monde s'en fiche. Donc, il n'y a pas de censure, mais en même temps, il n'y a pas de lecteur. Donc, oui. Voilà. En mars de 2020, vous avez commencé à publier des chroniques dans le journal Le Monde. C'est le principe du confinement en France. Et vous avez écrit un journal. Était une bonne expérience ou seulement polémique? Non, moi j'en ai tiré plutôt une bonne expérience. Vous savez, les polémiques en France, il faut être habitué. Ouais. La polémique, c'est toujours... Alors bon,
Moi, je me suis retrouvée avec la polémique sur le fait que j'étais bourgeoise, que j'étais déconnectée, que j'étais une arabe qui s'achète une maison en Normandie. Donc, c'est des choses, c'est compliqué de répondre. Alors, j'ai même eu droit au fait que j'étais Marie-Antoinette. C'est-à-dire, moi, quand même, Leïla Slimani, qui vient de Rabat, j'ai été vraiment anoblie. Je suis carrément devenue la reine des Français. Donc, voilà, c'est ce qui est un peu difficile aujourd'hui dans la vie publique en France, c'est qu'il y a une très, très grande violence dans le débat public. Et puis, je pense aussi que les figures de femmes, parce que je l'ai vu avec beaucoup de mes amies femmes à cette époque-là, les figures de femmes qui réussissent. Alors, on imagine immédiatement que vous gagnez beaucoup d'argent, que vous connaissez tout le monde, que vous êtes dans les réseaux, que truc et tout. Les gens ont beaucoup de fantasmes autour de ce que vous êtes et vous reprochent des choses en fait qui n'ont rien à voir avec vous. Quant au fait qu'on me reproche d'être déconnectée, bah, je l'assume totalement. Oui, je suis déconnectée, je suis écrivain, je suis déconnectée. Je vis dans une bulle, je passe mes journées à lire des livres, des romans, je vis avec des gens qui n'existent pas. D'ailleurs, je parle avec des gens qui n'existent pas. Et je ne vais pas m'excuser d'être déconnectée. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas. Et je ne pense pas que les gens qui passent leur journée sur Facebook soient plus connectés que moi, qui lis Emily Dickinson et les sœurs Brontë. Chacun sa connexion. Moi, ma connexion, elle est dans les livres, elle est dans l'observation du monde, elle est dans l'écriture. Je pense que je fais de mal à personne. Voilà, je pense que je fais souffrir personne en faisant ce que je fais. Et je revendique mon droit à être déconnectée. Oui. Vous avez parlé de la violence du débat public. Pour qui ne vit pas en France, on voit dans les dernières années une société perpétuelle, en perpétuelle agitation. C'est l'insécurité terroriste, c'est les protestations des Gilets jaunes, le rejet des mesures gouvernementales contre la pandémie. Il y aura un fin pour cette insatisfaction sociale? Ah bah ça, si je le savais, franchement, je ne sais pas. Malheureusement, ce que nous a prouvé l'actualité internationale ces dernières années, c'est que le pire est toujours possible. Et que tous ceux qui disent, moi pour avoir lu aussi beaucoup Stefan Zweig et pour avoir beaucoup lu les auteurs de la Mittel Europa, vous savez, tous ceux qui disent mais non, ça n'arrivera pas, oh mais non, il ne faut pas s'inquiéter. Je pense qu'il ne faut jamais dire ça parce que vaut mieux être un petit peu inquiet et vaut mieux se préparer aussi à la possibilité du pire. Donc moi, je suis un peu inquiète tout en restant optimiste parce que je pense que quand on est un militant et quand on est un militant des droits de l'homme, il faut toujours être optimiste parce qu'être pessimiste, c'est dire aux autres qu'ils ont gagné. Mais c'est vrai que la France est un pays qui, depuis quelques années, depuis 2015 à peu près, vit dans une tension perpétuelle. Oui. On a eu les attentats terroristes, puis ensuite il y a eu les gilets jaunes, puis ensuite il y a eu des grèves, puis ensuite il y a eu de nouveau des attentats. Et moi, je vois avec mes enfants, moi j'ai un petit garçon de 10 ans, qui est un enfant qui a, par exemple, très peur de la rue, qui a très peur des mouvements sociaux, qui a peur de la foule, et qui, je le vois dans son discours, dans la façon dont il voit le monde, malheureusement, s'est habitué à la violence, et je trouve ça terrible. Oui. Et maintenant, laissez-moi faire une demande plus politique. Excusez-moi, Madame l'ambassadrice, et Madame l'ambassadrice aussi. La victoire de Macron, elle a éliminé la structure politique française traditionnelle. Pouvez-vous, qui connaissez bien Macron, prévoir l'avenir politique français quand vous voyez des sondages si favorables à Marine Le Pen, par exemple? Bah, si je pouvais les prévoir, je serais riche. J'ouvrirais un petit cabinet de cartomancienne. Non, honnêtement, je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne serai plus de ceux qui vous diraient que Marine Le Pen n'arrivera jamais au pouvoir. Je ne peux pas vous dire ça parce que je n'en sais absolument rien. Que je pense aussi que c'est lié à des facteurs qui sont aussi exogènes. Là, je reviens d'Espagne, j'étais à Madrid avec mes amis éditeurs de gauche qui étaient plutôt accablés par les dernières élections là. Mais mes amis éditeurs en Angleterre au moment du Brexit étaient eux aussi absolument accablés. Et je pense qu'en fait, la crise du Covid, elle a finalement
raviver ou donner encore plus d'énergie à certains de nos démons, qui sont la fermeture sur soi, une forme d'égoïsme, la peur de l'autre, la peur du migrant, l'envie de fermer les frontières et de se replier sur soi-même, de se mettre des masques, du gel hydroalcoolique partout et de revenir à un local, mais un local qui est un peu mortifère, un peu effrayant. Donc je pense que ce n'est pas seulement lié à la France, je pense que cette menace, elle pèse sur tous les pays européens. Oui. Une last question. Que penserait votre grand-mère, Mathilde, presque, en vous voyant représentante personnelle du chef d'État pour la francophonie? Elle qui a vécu aussi beaucoup de problèmes au Maroc. Ah bah, je pense qu'elle dirait, je pense qu'elle se moquerait un peu de moi. Elle dirait, eh ben dis donc, non mais vraiment, on aura tout vu. Je pense qu'elle me dirait ça. Ah, elle me dirait que je me la pète un peu, je pense. Elle me ramènerait, voilà. Parce que ma grand-mère, c'était une femme de la terre, une femme, voilà, très concrète. Elle me dirait, mais c'est quoi ça, ambassadrice de la francophonie? Je comprends rien du tout. Viens m'aider à préparer à manger. À mon avis, elle me dirait ça, au lieu de faire des beaux discours. Alors, on a un temps pour avoir des questions du public. Alors, Si vous voulez faire des questions, allez là, Slimani. N'ayez pas peur, n'ayez pas Oui. peur. On peut. Maintenant, nous avons quelques minutes pour ça. Est-ce que quelqu'un a une question? Je sais que la première question est toujours difficile, mais et vous avez probablement lu les autres livres et ce livre, je ne sais pas, il est récent, alors il est difficile. Mais avez-vous quelques questions? Des questions personnelles. De me lancer. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Et ce que vous venez de dire tout à l'heure sur le climat de l'émotion, de la sensualité, des couleurs, pour moi, c'est vraiment la chose qui m'a frappée. Et ma question est la suivante. Vous ne faites pas du tout œuvre d'historienne, vous êtes écrivaine, mais en même temps, vous l'avez dit au début de votre propos, vous faites vivre l'histoire à travers Amine et Mathilde. Ils arrivent à côté de Meknès en 1947. S'ils arrivaient aujourd'hui, en 2017, pour faire un compte, en quoi le livre serait différent? Il serait évidemment différent, mais selon vous, il serait différent en quoi? D'abord, la présence de la religion serait beaucoup plus importante. C'était une époque, quand ils sont arrivés en 47, où la religion était vraiment du domaine de l'intime, du domaine du privé, puis c'était une religion très proche vraiment des traditions marocaines, c'est-à-dire une religion très spirituelle, qui ne se montre pas, qui ne s'affiche pas, une religion très pudique. Mon grand-père était musulman, je ne l'ai jamais vu affirmer ou afficher sa religion. Aujourd'hui, ce serait le principal problème entre les deux, ce serait un problème religieux. En revanche, le mariage mixte, le mariage avec une étrangère, c'est quelque chose qui peut être assez banal, surtout dans certains milieux, en particulier quand c'est l'homme qui se marie avec une étrangère, puisque comme l'islam se transmet par les hommes, donc là, j'aurais fait le choix, par exemple, si j'avais raconté en 2017, de l'inverse, d'une femme musulmane qui se marie avec un Français. Parce que là, c'est beaucoup plus problématique. Là, c'est la femme qui trahit, pour le coup, sa religion, puisque ses enfants ne seront pas musulmans. Mais honnêtement, ça aurait été, à mon avis, beaucoup ça. Et sans doute que le Maroc est peut-être un pays... pas moins accueillant, mais il est peut-être plus difficile aujourd'hui, finalement, de rentrer dans la communauté des Marocains, etc., quand vous êtes un étranger non musulman, que ça ne l'était peut-être à l'époque de ma grand-mère, où paradoxalement, même si c'était la colonisation et tout, les Marocains avaient une certaine fascination aussi pour les Européens, pour les étrangers, surtout pour des femmes comme ma grand-mère qui savaient lire, qui savaient écrire, qui savaient soigner. Donc les gens lui faisaient beaucoup confiance, venaient beaucoup vers elle, lui demandaient des conseils. Aujourd'hui, la figure de l'occidentale, de la femme occidentale, est plus repoussoire que ça ne l'était autrefois. Donc ce serait plus conflictuel, je pense. Bizarrement.
Je rappelle aux personnes qui nous écoutent via Zoom qu'ils ont la liberté de poser des questions, même en portugais. Et j'en profite pour saluer nos deux interprètes, Patricia et Miguel, qui assurent la traduction de cette rencontre. Merci à eux. Alors, je profite d'avoir le micro pour poser une question sur quand vous dites qu'il n'y a pas de lecteurs au Maroc, je ne sais pas si c'est un raccourci pour accentuer une triste réalité. Je suis curieux de savoir si vos livres, par exemple, sont traduits en arabe au Maroc et quelle relation entretenez-vous avec vos lecteurs marocains? Oui, mes livres sont traduits en arabe. C'est toujours la première traduction de mes livres, c'est toujours la traduction arabe, même si les Marocains lisent aussi beaucoup en français. Quand je dis qu'il n'y a pas de lecteurs, c'est parce que les Marocains lisent, d'après les études qui sont faites dans le monde arabe, le Maroc est un des pays arabes où on lit le moins. On lit, alors je ne sais plus, je crois, peut-être même pas 3 minutes par jour, quelque chose comme ça, avec presse confondue. Donc c'est vraiment absolument rien. D'abord pour une raison très simple, c'est qu'au Maroc, on a encore beaucoup d'analphabétisme comparé à d'autres pays. Le Maroc est situé très très bas dans les classements internationaux, proche du Yémen, du Soudan. Donc on a un énorme retard à rattraper, en particulier chez les femmes. Ensuite, parce que ça n'est pas un grand pays du roman, un grand territoire romanesque ou un grand territoire de l'écrit. Même la presse, les tirages sont très faibles. Quand ils lisent un peu plus quand même arabophone. Malheureusement aussi, depuis quelques années, c'est le livre religieux qui a pris toute la place, en partie parce qu'il est gratuit. Donc c'est la grande intelligence de tous ces gens venus d'Arabie Saoudite, du Qatar et tout, qui dans les foires du livre distribuent gratuitement des ouvrages à destination des enfants, des familles, etc. Donc évidemment, quand vous vendez après un livre Gallimard à 250 dirhams, qui représente la moitié du salaire d'une infirmière ou d'un fonctionnaire, c'est un peu difficile de leur faire concurrence. Donc il n'y a pas de politique du livre, et ça c'est très difficile. Et c'est pour ça que moi, par exemple, justement comme ambassadrice de la francophonie, j'organise en septembre les États généraux du livre en français, pour améliorer la circulation du livre francophone et puis pour qu'on adapte les prix. Je considère, et c'est tout à fait normal, qu'on ne peut pas vendre un livre au même prix à Paris et à Rabat. Il faut évidemment faire une politique différente et que les éditeurs français acceptent de perdre un petit peu d'argent, mais pour diffuser plus largement. Donc moi, par exemple, j'ai renoncé à mes droits d'auteur sur une partie de mes livres au Maroc pour les vendre à 20 dirhams. Donc ils sont vendus 2 € au Maroc. Et puis j'ai jamais, par exemple, il y a beaucoup de gens qui, vous savez, qui font du téléchargement illégal et puis qui le vendent dans la rue et tout. Et moi, au contraire, s'ils le font, tant mieux. L'important, c'est qu'ils lisent. Donc voilà, et j'ai plutôt un très très bon rapport avec mes lecteurs au Maroc. Ce qui était très rigolo, c'est quand, juste avant le concours, la veille du concours, j'étais à Casablanca. Et puis j'étais dans une salle, j'étais avec Kamel Daoud, on a fait une conférence à la Bibliothèque nationale de Rabat, qui peut accueillir à peu près 600 personnes. Et il y avait 1000 personnes à l'intérieur de la salle et environ 500 dehors. Et les gens sont devenus comme fous, ont commencé à taper sur les portes, ils ont fini par défoncer la porte de la Bibliothèque nationale en disant « la bibliothèque est à nous, c'est avec nos impôts qu'on la paye ». Moi, j'avais jamais entendu un Marocain dire « la bibliothèque est à nous », d'habitude, ils n'en ont rien à faire des bibliothèques. Donc, ils sont tous rentrés là. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé avec Kamel Daoud il n'y a pas longtemps, qui m'a dit que c'est un des plus beaux souvenirs de sa vie. C'était incroyable. À peu près 1200, 1500 jeunes qui étaient là pour entendre parler de littérature. Et puis surtout, on a parlé très librement de tout, de sexualité, de liberté, de révolution, de tout ça. Donc, même s'il n'y a pas beaucoup de lecteurs, il y a un très grand appétit. Et puis les gens viennent, justement ces jeunes, ils venaient, parfois ils avaient acheté un livre à 5, parce que c'est tellement cher qu'ils viennent à 5 et ils vous demandent 5 dédicaces pour le livre. Et c'est hyper touchant, c'est hyper mignon. Donc je pense voilà, qu'on a vraiment besoin d'une politique du livre et d'expliquer aux gens tout ce qu'ils peuvent trouver dans les livres. Mais vous rentrez dans les maisons au Maroc, la plupart du temps, à part chez des gens plutôt bourgeois, il n'y a pas de livre dans la maison. Il y a la télé, le Coran, la radio, mais il n'y a pas de livre. Nous avons une question qui nous est parvenue par Zoom. Comment est une journée d'écriture pour vous ? Alors, ça dépend.
je ne sais pas si je commence par la bonne ou par la mauvaise. Bah, la bonne journée, je me lève le matin, je mets mes enfants dehors pour l'école. Une fois que tout le monde est parti, c'est ce merveilleux moment de solitude. Donc je m'installe. Et puis là, je sais que je ne vais plus bouger. De 9h jusqu'à 19h, je ne vais plus bouger. Donc je mange au même endroit, je reste là, je ne bouge pas. Et là, si ça marche, d'un coup, je relève la tête et je me rends compte qu'il fait nuit. Et j'ai écrit, et j'ai été ailleurs, et la journée est très bien passée. Mais ça, c'est très rare. La plupart du temps, c'est pas comme ça. La plupart du temps, je commence, il n'y a rien qui vient. Alors, je me mets à fumer plein de cigarettes. Je me sens coupable de fumer des cigarettes. Je réessaye, ça vient pas. Je pleure. J'appelle mon mari en lui disant que tout est fini, que j'écrirai plus jamais. Il me dit qu'il en a marre, que je lui dise toujours la même chose et qu'il sait très bien que je vais finir par écrire. Je lui dis qu'il ne me comprend pas. Je pleure encore. Après, je mange des trucs que je ne devrais pas manger. Je refume. Je dors. Après, je me sens coupable d'avoir dormi. Là, il est déjà 16h. J'ai l'impression que j'ai raté ma vie. De toute façon, j'abandonne la littérature. Je veux plus voir personne. Et voilà. Et puis après, mon mari rentre, mes enfants rentrent. Je les déteste tous. J'ai pas envie de leur parler. Personne ne peut me comprendre. Et la vie ne sert à rien. Et après, je bois. Et après, je m'endors un peu saoule. Et j'espère que le lendemain matin, ça ira mieux. Mais souvent, le lendemain matin, j'ai la gueule de bois, donc c'est encore pire. Donc voilà, c'est souvent comme ça. C'est assez terrible. C'est mauvais pour la santé, en tout cas, comme vous pourrez le remarquer, parce que c'est sédentaire et en plus, je fume et je bois. C'est une catastrophe. Mais il y a des journées qui sont une vraie réussite Ah, aussi. il y a des journées magnifiques, mais c'est pour celles-là qu'on vit. Vous savez, c'est comme un toxicomane, un écrivain. Il oublie les crises de manque, il oublie la douleur, il oublie tout ça, et il ne se rappelle que du moment merveilleux. Et donc, je suis toujours en quête de ce moment merveilleux qui revient parfois, mais vous le sentez tout de suite. Vous ouvrez l'ordinateur, vous lisez des phrases et vous savez tout de suite si ça va être une bonne ou une mauvaise journée. En général, ça ne pardonne pas. Et Lisbonne est assez inspirant parce que j'ai eu 2 bonnes journées d'écriture consécutives, ce qui est très rare. Donc voilà, je crois que le Tage a une bonne influence sur moi. Leïla, vous êtes ambassadrice de la francophonie et je crois que vous incarnez à travers quelque chose qui me semble très important aussi, c'est la grande ouverture sur le monde de la francophonie à travers vos lectures. Je comprends que vous êtes une grande lectrice, donc vous parlez de Borges, argentin, Mario Vargas Llosa, péruvien espagnol, Garcia Márquez, colombien, Esteban Zweig, allemand, Vita d'Europa, et donc cette ouverture sur le monde et le plurilinguisme, est-ce que ce sont des notions qui vont ensemble? Vous considérez que la francophonie est liée très fortement à Absolument. Absolument, moi, je ne crois pas du tout à une francophonie qui serait une francophonie défensive, où on serait là à se battre contre l'anglais et tout. Je pense qu'aucune langue n'est l'ennemi d'une autre langue, ça n'a absolument aucun sens. Et je crois qu'à chaque fois qu'on apprend une nouvelle langue, on gagne en humanité, et on gagne en intelligence, et on gagne en complexité. Et je pense que la francophonie est merveilleuse parce que c'est l'espace du multilinguisme. Tous les pays francophones sont des pays multilingues. Dans tous les pays francophones, on parle plusieurs langues. En Suisse, en Belgique, au Maroc, au Sénégal. Moi qui connais assez bien l'Afrique pour avoir travaillé longtemps en Afrique subsaharienne et le Maghreb, c'est très drôle. Ou même le Liban, par exemple, où parfois dans une même phrase, ils vont utiliser 4 langues différentes. Les Libanais, ils peuvent commencer une phrase en arabe, passer à l'anglais, dire un mot de français, revenir à l'arabe. Et je trouve que c'est absolument extraordinaire. Et le français s'est enrichi de ça. Parce que le français, c'est une langue aussi qui est comme une éponge, qui est une langue très très plastique. Elle absorbe toutes les autres langues, tous les autres mots. Et ça, je trouve que c'est important de le mettre en avant, comme il est important de mettre en avant les autres Français des autres pays. Là, on vient de sortir le dictionnaire des francophones, qui est un outil magnifique que je vous incite tous à aller regarder. C'est une application. Vous mettez un mot et vous découvrez comment ce mot est dit au Canada, en Suisse, en Belgique, au Sénégal, et vous trouvez vraiment des termes d'une poésie, d'une inventivité. Je ne sais pas, par exemple, le terme girafé.
qui est un terme qu'on utilise beaucoup en Afrique subsaharienne, qui veut dire copier sur son voisin, puisque vous faites comme ça pour regarder. Donc ça, c'est girafé. Et il y a vraiment des termes très, 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 très drôles, et c'est voilà, plein d'inventivité, et ça montre que la langue française, elle a vécu ailleurs. On me dit toujours, la langue française, c'est la colonisation, c'est la domination. Mais moi, je vous dirais qu'aucune langue n'est arrivée qu'avec des fleurs. Les langues sont souvent arrivées aussi par le sang, par la guerre. Pourquoi on parle l'arabe au Maroc? On parle l'arabe parce que les tribus arabes sont venues et ont conquis le Maroc, et pendant très longtemps, on n'a pas pu parler, par exemple, le berbère. Donc, beaucoup de langues sont arrivées comme ça mais ça n'est pas la langue elle-même qui est coupable, c'est-à-dire accuser la langue elle-même d'être mauvaise. Les langues ne sont pas mauvaises en soi. Ce sont ceux qui les manipulent ou qui les instrumentalisent qui sont mauvais ou qui peuvent être coupables. Mais c'est toujours une richesse de parler une autre langue. On n'est jamais soumis à une langue. Une langue, elle vous libère toujours. Est-ce que vous vous imaginez écrire dans une autre langue que le français? J'ai écrit en anglais. Là, je vais publier mon premier texte que j'ai écrit entièrement en anglais, qui est un texte polémique. Mais comme j'avais pas du tout envie de polémiquer avec les Français, je me suis dit je vais aller polémiquer avec les Américains, parce que les Français, là, j'étais un peu fatiguée, j'avais pas la force. Et puis, écoutez, on sait jamais, hein, peut-être en portugais un jour, pourquoi pas, un haïku, un petit haïku. Voilà, on verra. Pour commencer. C'est le meilleur. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup aimé votre livre et comme je l'ai travaillé en détail, j'avais une question très précise. Ah oui, allez-y. Et je m'excuse. Et alors, Pas de problème. j'ai traduit les questions dans le Google. D'accord. Et donc, dans l'épisode de quand deux Françaises ont une attitude très gênante pour la jeune fille arabe. Oui, oui. Vous avez coloqué les deux Françaises comme deux personnes sans nombre, sans visage, elles représentent les Françaises. Et elles avaient une attitude très gênante. Parce que j'avais essuyé les visages de la fille, suggérant qu'elle s'est maquillée. Absolument. Tu comprends ça? Oui, c'est tout à fait ça. Cette situation est-elle réelle? C'est une vraie histoire. Ok. C'est une vraie histoire qui est arrivée à ma tante. Ma tante était... La Oui. question est que tu penses qu'aujourd'hui, cette situation pourrait se produire aussi, et quelle autre situation vous pensez que quand tu joues dans le... Ah, trop, Dans la rue, dans la rue. tu l'identifies comme cette situation. Absolument. Alors d'abord, oui, c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui est l'histoire de ma tante. J'avais une tante qui s'appelait Attika, qui était une femme extrêmement belle, mais vraiment très, très, très belle. Et quand elle était petite, quand elle était enfant, elle était d'une beauté incroyable. Et effectivement, un jour, elle avait des grands yeux. Alors ma tante, elle parlait toujours avec des exagérations. Elle disait toujours, j'avais des grands yeux et j'avais des grands sourcils. Bon, ils n'étaient pas si grands que ça, mais elle avait des grands yeux. Donc elle avait des yeux très, très, très noirs avec des grands cils. Et effectivement, elle a pris le train avec sa mère. Et mon arrière-grand-mère, c'était vraiment la femme marocaine traditionnelle, enroulée dans le haïk, donc dans ce grand voile blanc. Elle était très timide. Et les femmes françaises ont vu ma tante, et elle devait avoir 8 ou 9 ans, et on dit, mais pourquoi cette petite, elle est maquillée? Il ne faut pas maquiller les petites filles. Et puis ils l'ont pris, ils ont commencé à lui essuyer les yeux, et ils se sont rendus compte, bien sûr, qu'elle n'était pas maquillée. Mais ça, c'était pour montrer aussi que la colonisation, c'était aussi une idéologie et je dirais une mythologie sexuelle.
la colonisation est une grande entreprise sexuelle. Quand vous regardez toutes les cartes postales, tous les dessins qui ont été faits sur la colonisation, d'abord, tous les continents sont toujours figurés par une femme. L'Afrique, c'est une femme comme ça, avec les seins nus. Le Maghreb, c'est une femme avec le buste ouvert et on voit un petit peu ses seins. Il faut imaginer que à Paris, mais aussi au Portugal, partout, on vendait des petites cartes postales avec des femmes entièrement nues, des Noirs ou des femmes maghrébines, et c'était tout à fait normal de voir ça. Même les enfants pouvaient voir ça. Donc il y avait cette idée que la femme blanche, elle est bien, elle est bourgeoise, elle a une sexualité normale, conjugale, mais la femme arabe, elle est un peu sorcière, elle est un peu sauvage, elle a une sexualité bizarre. Donc cette petite fille, très très belle, je pense qu'elle incarne ça pour ces femmes françaises, une forme de danger. Ils se disent, cette fille, ça va devenir une future, voilà, c'est en gros une prostituée, quoi. C'est ces filles lascives, ces femmes de contes des mille et une nuits. Donc il y avait beaucoup de fantasmes autour de ces filles-là. Et je pense que ça continue beaucoup à exister aujourd'hui. J'ai des amis qui viennent de publier un livre qui s'appelle Beurette. Beurette en français, c'est la façon dont on appelle les femmes maghrébines en France. Vous savez que c'est le mot le plus recherché dans les sites pornographiques en France, c'est beurette. Et il y a dans énormément de films porno des mises en scène de jeunes femmes maghrébines, parce que ça reste le fantasme numéro 1 des hommes français aujourd'hui, c'est la beurette. Mais pourquoi ? Parce que il y a cette idée de domination. Il y a cette idée que, en fait, c'est la continuité de ce que je vous disais. C'est pour ça que je vous dis que la colonisation, elle a encore des conséquences aujourd'hui culturelles et civilisationnelles, bien sûr. Donc, c'est un livre très, très intéressant qui raconte comment aujourd'hui, on reste dans les mêmes choses. Et puis, vous disiez dans la rue, par exemple, moi, il m'est arrivé quelque chose il n'y a pas très longtemps. Je sortais d'un magasin. J'étais au téléphone avec mon mari, je parlais de mes enfants, j'avais des paquets. Et puis, j'ai pas fait exprès. En sortant du magasin, j'ai bousculé quelqu'un. Et j'ai entendu derrière moi « Racaille ! Racaille !» Et je me suis dit... Au début, j'ai pensé « C'est pas possible, ça peut pas être à moi qui parle. » Et je me suis retournée et c'était à moi. Et c'était un couple de gens de 50 ans, tout à fait, voilà, qui avait l'air tout à fait correct. Et j'ai dit « Mais c'est à moi que vous parlez ? » Oui, c'est à vous. Vous avez bousculé ma femme et vous êtes vraiment une racaille. Vous n'avez pas d'éducation. Parce qu'il a vu. Et moi, évidemment, tout de suite, j'ai parlé avec un français encore mieux que d'habitude. Mais mon cher monsieur, je suis absolument confuse. Si j'ai fait mal à votre femme, et j'en ai rajouté, j'ai dit, madame, je suis désolée, je vous invite à prendre un café. Mais où est-ce que vous avez mal ? Évidemment, je ne lui avais pas fait mal. Je l'avais à peine bousculé. Et en fait, je pense qu'il a été humilié de se rendre compte que j'étais polie. Mais justement, pourquoi ? Parce qu'il voulait voir la femme sauvage arabe qui va se mettre en colère, qui va me parler avec un accent et qui va effectivement prouver qu'il a raison et que les femmes avec des cheveux comme ça qui sortent en courant et en parlant fort au téléphone sont des sauvages. Donc ça arrive, ça arrivera encore. Mais bon, c'est pour ça qu'on écrit des livres, c'est pour ça qu'on essaie de rencontrer des gens et de faire progresser les choses. C'est parce que... Et puis peut-être que ce monsieur, il a changé d'avis. Peut-être que le fait que je lui ai parlé gentiment, que j'ai été... Peut-être que finalement, il aura un peu plus honte la prochaine fois de faire ça. Donc, chacun, on essaye à notre niveau de lutter contre ça. Mais en même temps, je ne veux pas être une victime. Je ne suis pas une victime. Je ne serai jamais une victime. Je vais dire ça de manière très familière. Les cons sont des cons. Et ce n'est pas pour autant que moi, je vais aller pleurer, dire oh, « je suis victime internationale du racisme ». Non, les racistes, je m'en fous complètement. Voilà, je les ignore. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public éventuellement ? Je vous en prie. Bonsoir. Je m'adresserai plus à l'ambassadrice de la francophonie qu'à l'écrivaine. Je vais être comme votre grand-mère. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ambassadrice de la francophonie. Tout ce que je vois, je vais revenir sur une remarque qui a été faite auparavant. Je m'adresse à vous aussi en tant que Marocaine. Et effectivement, les Marocains ne lisent pas. Moi, quand je suis au Maroc, je sors d'une librairie et je précise, j'achète que des livres de poche. La facture est salée. Donc, il n'y a aucun accès pour la plupart des Marocains à la lecture, puisque nous sommes dans un pays, et pas que le Maroc, puisque je suis dans d'autres pays où il n'y a même pas de bibliothèque. Non. Donc,
c'est le seul endroit où les Marocains de couche sociale modeste ont accès à la Absolument. française, à la lecture, pour la modique somme de 2-3 euros par an. Donc, et aujourd'hui, je demande à l'ambassadrice de la francophonie qu'est-ce qui est prévu pour la sauvegarde des instituts français à l'étranger qui font quand même le rayonnement de la francophonie au monde. Bien sûr. Alors justement, pour vous expliquer ce que c'est ambassadrice de la francophonie, moi je représente la France à l'intérieur de l'Organisation internationale de la francophonie qui a ses propres programmes d'éducation, de promotion du français. Donc l'Organisation internationale de la francophonie, par exemple, c'est elle qui s'occupe de TV5 Monde, donc d'avoir des médias francophones dans le monde, ou alors de certaines universités, des campus francophones qui existent au Sénégal, qui existent aussi en Égypte et qui attirent des francophones du monde entier. En revanche, l'Institut français ne dépend pas du tout de moi, mais évidemment, je suis très attentive à tout ce qui se passe dans les instituts français qui ont aujourd'hui une logique économique qui a beaucoup changé, puisqu'aujourd'hui, on demande aux instituts français d'être finalement indépendants financièrement, c'est-à-dire d'être de cette façon solvable, quoi. L'Institut français de Casablanca, il parvient très bien grâce aux cours de langue, parce qu'ils font tellement de cours de langue que c'est un des instituts français dans le monde qui, entre guillemets, marche le mieux. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est que quand je vais au Maroc, je suis invitée à l'Institut français, je vais à l'Institut français, et ensuite j'ai sur Facebook des insultes et des insultes de gens qui disent « Ouais, tu rentres dans ton pays et tu vas à l'Institut français faire une conférence. » Moi, je dis très bien, mais est-ce que quelqu'un d'autre m'a invitée ? Est-ce que j'ai été invitée une fois dans ma vie par le ministère de la Culture marocain ? Est-ce que j'ai été invitée une fois dans ma vie par une bibliothèque marocaine ? Jamais. Donc c'est facile de critiquer, mais il faut regarder aussi ce que les gens font. Donc moi j'assume très bien de dire oui, ben là merci aussi la francophonie, merci le fait que je parle français, que des gens parlent français et qu'on puisse se retrouver dans cet endroit pour pouvoir partager la littérature. Mais c'est vrai que parfois on est dans des situations complètement paradoxales. C'est quand même dingue que je rentre au Maroc et que je sois toujours uniquement invité par les instituts français et jamais par... Donc il y a vraiment une politique hyper importante à mener de la part aussi des Marocains pour assumer, d'une part, assumer leur francophonie, parce que c'est une chance et c'est une richesse pour les jeunes Marocains de parler français. C'est pas une honte. C'est pas une traîtrise. Et deuxièmement, pour avoir une vraie politique culturelle, avoir, comme vous dites, des bibliothèques, des bibliobus, pour faire que les gens puissent acheter au moins un livre par mois à leurs enfants, etc. Les gens n'ont même pas accès aux livres pour enfants. Donc voilà, il faut d'abord que les gens assument que... Mais il y a cette espèce de chouma, il faut pas dire qu'on parle français, c'est honteux, parce que nous, on n'est pas... Alors que bon, en fait, tout le monde sait très bien que c'est une chance, mais personne ne veut l'assumer. Donc c'est aussi pour ça que moi, j'ai accepter ce poste malgré les insultes que ça m'a valu, parce que j'ai pas du tout honte de parler français. Je trouve que c'est très bien. Voilà. Voilà, bah. Mais moi, j'ai eu énormément d'insultes, vous pouvez pas imaginer, en disant comment tu peux défendre la langue française alors que tu es marocaine, c'est pas notre langue, blablabla, mais des torrents d'insultes. Une dernière petite question, peut-être que vous n'aurez pas la réponse. J'ai jamais compris l'aura de M. Benjeloun au Maroc et effectivement. Ben, je pense que c'est parce qu'il était prix Goncourt. Franchement, je ne saurais pas vous dire. Je pense que c'est le Goncourt qui a dû le faire beaucoup connaître, je pense. Oui. Je sais pas. Mais moi, j'ai vendu plus de livres que Tara Benjeloun sur Chanson douce, par exemple. Donc ça, le livre a très très bien marché au Maroc. Mais c'est vrai que moi, j'écrivais pas des livres sur le Maroc à l'époque. C'était des livres aussi qui se passaient à Paris, donc c'est peut-être différent. Je vous en prie. Justement, comment on en avait parlé au Maroc de ce livre. Ah oui, oui, bien sûr, ça a été évoqué dans la presse, il y a eu beaucoup de débats, à la télévision. Et puis c'est un sujet qui en plus ensuite a été quand même repris par beaucoup de gens. À la fois, il y a une dessinatrice de BD qui a fait une super BD là-dessus, il y a une documentariste qui a fait des petites capsules passionnantes qui s'appellent Marocriette sur des femmes marocaines qui témoignent aussi sur ces mêmes sujets.
Il y avait eu le film Much Loved, qui évidemment avait aussi suscité beaucoup de débats. Donc c'est un débat qui est très vivant au Maroc. C'est notamment sur ce livre où j'ai renoncé à mes droits d'auteur. Donc il est publié par une maison d'édition marocaine qui le vend à 20 dirhams, le Fennec. Il est publié aussi en arabe. Il y a une traduction en arabe dialectal qui permet d'accéder plus facilement aussi pour les Marocains. Et puis surtout, j'ai fait une bande dessinée qui permet d'aller chercher un public plus jeune, qui est l'adaptation du livre en bande dessinée, qui est traduit aussi en arabe et qui a eu énormément de succès au Maroc. Après, c'est très difficile au Maroc d'avoir les chiffres de vente parce qu'il y a tellement de téléchargements illégaux et tellement de ventes en fait sous le manteau, etc., qu'on n'a pas vraiment, on ne sait pas combien de lecteurs on a parce qu'il y a beaucoup de téléchargements. Merci beaucoup. Je pense que nous arrivons à la fin de cet échange très, très agréable, très riche. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour vos questions. Vous vous êtes lancés, merci beaucoup. Merci beaucoup à Johan aussi. Pour vos questions. Et nous vous souhaitons du succès avec cette sortie portugaise et au plaisir de vous revoir bientôt. Et je pense que ce sera assez facile de vous revoir bientôt. Absolument. Non, vous allez me voir de temps en temps de mauvaise humeur, tourner, en train de fumer, de boire dans les bars du quartier. Voilà, exactement. Vous saurez que c'est pas un bon jour. Voilà, exactement. Merci beaucoup, merci.